On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, exceptionnellement, on va s'intéresser à un concurrent d'Apple, Microsoft. Quel avenir pour Microsoft? Tous les détails, c'est dans le sommaire. Cette semaine, la fine équipe d'On refait le Mac porte un regard sur Microsoft en marge de la nomination de Satya Nadella, qui est donc le nouveau PDG de l'éditeur de Redmond. Quel bilan peut-on tirer de son décrié prédécesseur, Steve Ballmer? Faut-il interpréter son départ comme une sanction pure et simple de ces dernières années de direction, où Microsoft semble être resté figé dans l'ombre d'Apple et de Google? Quid enfin de Bill Gates, qui quitte la présidence du conseil d'administration de la société qu'il a fondée? On refait le Mac, épisode 158. Quel avenir pour Microsoft? En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Avec comme invité cette semaine dans On refait le Mac, Fanny Bouton de fannysparty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny, comment ça va? Bonjour Olivier, écoute, ça va très très bien. Bien, toujours dans la maison de campagne depuis la semaine dernière. Voilà, toujours, je ne bouge Formidable. Bon, autre chroniqueur, autre invité que vous avez découvert la semaine dernière et qui est encore avec nous cette semaine puisque c'est son sujet de prédiction, à savoir Microsoft. Julien Jay du site Clubic. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, tu es très bien mis aujourd'hui. Oui, écoute, je suis toujours très bien mis. C'est le monde Mac et on fait un petit effort. Hein. On n'arrive pas en tour beige. Voilà, c'est pas comme Cédric, mais parlons. On verra ça plus tard. Autre chroniqueur historique dans Refait le Mac, il s'agit de Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Et consultant, salut Olivier. Alors ça marche la consultance? Ça marche plutôt pas mal du tout. Hein. Bon, écoute, je suis un peu busy en ce moment. Bon. Pas trop le temps pour m'occuper de vos coups de cœur. Ouais. Mais je voudrais juste te reprendre sur ton intro. Il en fera que 3. T'as dit un concurrent d'Apple, Microsoft. Franchement, tu donnes trop d'importance à Microsoft. Hein. Ça commence très fort. Merci Rodrigo. En plateau avec moi ici, dans le magnifique studio de Victor Image à Boulogne, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Comment ça va? Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était vu. C'est énorme, magie de la télé, tout ça. Il faut que tu te changes un petit peu quand même. Tu rigoles, je mets des jolis petits pulls en cachemire pour venir te voir. C'est l'hiver dehors, je te rappelle. Tu as bien révisé Microsoft. Tu n'as pas besoin de Microsoft. Microsoft, c'est presque du par cœur quand même. C'est presque autant qu'Apple. On va essayer de faire un petit peu. Même s'il y a des épisodes, c'est un peu comme chez Apple, il y a des épisodes chez Microsoft que tu préfères oublier. Oui, on va voir ça. Il y a quelques épisodes que j'aime bien. Moi, je dirais qu'un seul mot, Zune, ça résonne chez moi, c'est quelque chose de magique. On avait dit pas les affaires. La couleur du premier Zune, qui était très très jolie. Qui était magnifique. On va dire que c'était couleur chocolat. Ouais, c'est très beau. Et on avait besoin d'une personne de mauvaise foi ce soir, parce que si c'est moi, c'est pas rigolo. J'ai demandé à notre anthropologue du Mac, à savoir Paul Rony de l'association mo5.com d'être avec nous ce soir. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Alors, donc toi, tu ne connais absolument rien à l'histoire de Microsoft. Là, il est déjà juste pour flinguer. Parce qu'avant de faire de l'histoire uniquement chez Apple, j'ai quand même fait tout. Donc j'avoue que... obligé, si vous ne pouvez pas rentrer chez mo5.com. Si on veut, avec lui, on peut faire l'historique d'Atari, par exemple. Aussi, Commodore, tout ça. Ça viendra. Ouais, des semaines d'actu un peu molles. Le jour où l'Amiga ressort, on fait une spéciale Commodore. Et là, du coup, on parle de Windows 8, de toutes ces choses ratées, quoi. Tout ça. Le truc dont ils ont vendu que 200 millions d'exemplaires à ce jour. C'est pas grave, ça. Alors, reprenons le fil. On va même carrément commencer. On le dit en sommaire. L'événement chez Microsoft, c'est l'arrivée d'un nouveau PDG chez le rival historique d'Apple. Son nom, c'est Satya Nadella. L'événement, comme tu vas, mon téléphone n'a même pas vibré pour me dire la nouvelle. Il n'est pas très connu du grand public, ce Satya Nadella. Mais Julien, c'est un historique de Microsoft. Oui, c'est un vétéran de Microsoft qui a rejoint le géant de Redmond en 1992, plutôt un profil développeur, plutôt un profil de l'ombre, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Cédric, et je lui demandais est-ce que tu as déjà rencontré Satya Nadella, etc. Il me disait non. Il a refusé l'interview. Non, écoute petit, je vais raconter l'histoire. Satya Nadella, le nouveau patron de Microsoft, était en décembre dernier à Paris. Il était à Le Web, la conférence de Loïc et Géraldine
Bellhammer, et il était là pour parler de Microsoft, des startups, de machin, d'innovation. Mais si tu veux des représentants de Microsoft, il y en a toujours eu, et puis ils sont nombreux, hein. Puis des vice-présidents de Microsoft, il y en a des quelques, c'est pas l'armée mexicaine, mais ils sont vraiment nombreux. Aussi, hein. Donc on m'a dit, tiens là, il y a Satya Nadella, Satya quoi? Oui, mais non, mais là je fais que les startups, donc ça va aller. Ça s'appelle avoir du pif, tu vois, c'est comme ça qu'on construit une carrière, mon pote. Écoute bien, mon petit. Voilà, ça c'était mon dernier ratage de 2013. Voilà. Parce qu'on était en décembre. Là maintenant, tu vas faire une demande d'interview, j'imagine. Ah bah maintenant, elle n'a aucune chance d'être acceptée. On m'a dit non, nothing below CNN. Alors, c'est quoi? Il est relativement jeune, 46 ans, 22 ans au sein de Microsoft, et il s'occupait pas véritablement de la division grand public. Hein. Il vient plutôt du monde de l'entreprise. Hein. Tout à fait, c'est un profil qui a travaillé sur des solutions de type Windows Server, Windows Azure, et il était VP de la division Cloud et Enterprise de Microsoft. Voilà qui fait rêver. Voilà. C'est même un développeur, non? Au grand public. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Cédric? Est-ce que ça veut dire qu'à Microsoft commence déjà... C'est un petit signe que Microsoft veut se recentrer plutôt sur les entreprises déjà? Non. C'est le signe que Microsoft a mis quasiment 6 mois à trouver un successeur à Steve Ballmer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé de successeur en dehors de Microsoft, on peut le dire. Et on sait qu'ils l'ont cherché. Tu sais, quand tu es le board de Microsoft et que tu te dis... Nous cherchons le prochain patron. Tu sais que les CV vont arriver tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin d'aller chercher des gens. Il y a des noms qu'on avait murmurés. On avait dit, comment s'appelle-t-il, John Mullally, le patron de Ford. Et puis d'autres gens qui étaient à l'extérieur. Il y avait aussi plein de Nokia candidats. qui est revenu. Bien sûr, il y avait aussi plein de candidats évidemment à l'intérieur de Microsoft. Et ils ont choisi d'en prendre un qui n'était pas un nom, qui n'était pas déjà une signature, mais qui apparemment a énormément une sorte de gros capital sympathie à l'intérieur de l'entreprise, qui sait faire du business parce qu'il a quand même créé des activités qui valent des milliards de dollars. Et voilà. On peut se moquer d'eux en disant que c'est un peu l'uniformité. Moi, je me faisais la réflexion l'année dernière à la conférence développeurs de Google, à Google I.O., quand on voyait tous les VP de Google arriver sur scène les uns derrière les autres, ils étaient tous indiens. Et je me dis, non, mais moi j'avais blagué en disant, si les Martiens regardent ça d'un peu, en disant, Google doit être une grande entreprise indienne. C'est vrai. Et ce sera pareil pour Microsoft maintenant. Mais il est aussi très proche des développeurs. Bref, ce garçon a plein d'atouts. Et parfois, tu sais, arriver et pas être connu, c'est un atout. Au moins, on dit pas, ah ouais, mais c'est lui qui a planté ça, c'est lui qui a fait ça. Ça montre aussi que le talent, il vient parfois de pays extérieurs aux nôtres. Bien sûr. Message pour ceux qui comprendront. Et que parfois, il est bon de laisser rentrer des talents. Quel rapport avec la Corse? Non, pas la Corse, mais la France en général. Ah, d'accord. Fanny, mais moi, j'y rajouterais quelque chose. C'est quand même intéressant de noter qu'en plusieurs décennies d'existence de Microsoft, ce n'est que le 3e président directeur général de Microsoft, puisque Bill Gates fut le premier, Steve Ballmer le second à partir des années 2000, et maintenant Satya Nadella, dont le processus de recrutement a quand même duré un petit peu longtemps, puisque aux dernières nouvelles, il aurait dû se terminer fin décembre 2013 et pas aussi longtemps après. Alors avant de mettre en perspective et de faire le bilan de Steve Ballmer et essayer de comprendre pourquoi il s'en va, Fanny, toi qui as co-animé ou été dans les coulisses des Microsoft Tech Days les semaines précédentes qui avaient lieu à Paris, quelle était la température autour de ce nouveau président? Est-ce qu'il était plutôt bien accueilli? Est-ce que les gens étaient plutôt contents, Claire? Alors, à l'intérieur des MS Tech Days, clairement, c'est bien accueilli. Après, ils sont restés très, très discrets. D'ailleurs, il n'était pas là et il n'y a eu aucune annonce autour de sa présence. C'est resté un petit peu veille. Mais après, quand on parlait dans les allées avec tous les responsables de Microsoft, oui, il n'y avait pas de... Ils sont contents que ça bouge et ils sont contents que ça vienne, que ce soit quelqu'un qui vienne du code, quand même, du développement. Qui vient du développement et qui vient du sérail. Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière au sein de Microsoft, des questions sur l'avenir, c'est des cycles, on le sait dans la matière de technologie, que les entreprises terminent des cycles et doivent commencer des nouveaux. Apple l'a vécu plusieurs reprises, ils sont en train de le vivre aussi aujourd'hui. Est-ce que tu as senti également qu'on se posait des questions sur l'avenir ? Non, en tout cas, il le cache bien. C'est vraiment, on va bien, les stats, il y a eu des annonces GFK faites et c'était pareil, c'était tout allé dans leur sens, ça va aller bien et on va de l'avant. Alors, un dernier mot avec Rodrigo, cette nomination, c'était une surprise pour toi ? Eh ben, tu t'attendais à voir arriver un sauveur, comme en son temps Apple, a appelé un sauveur. Attends, oui et non. En fait, non. Ce qui était une surprise, c'est quand les noms circulaient,
justement le patron de Ford, tu te dis mais quel lien entre les bagnoles et le logiciel? Comment peut-il comprendre très vite les besoins d'une entreprise comme celle-là? La question est quel est le diagnostic qui a été fait en interne sur les problèmes de Microsoft et quels sont les problèmes à résoudre? On va essayer de les lister. Mais vas-y. Est-ce que c'est un problème d'organisation interne? Est-ce que c'est un problème d'innovation? Est-ce que c'est un problème de cash? Est-ce que c'est un problème de part de marché? Enfin, tu vois. Et par rapport à ça, j'imagine qu'en face, tu mets des candidats qui savent régler ce type de problème. Le type de Ford me semblait bizarre, mais je sais pas quel est le problème. Mais donc, que ce soit un interne, c'est plutôt bien. Et qu'il soit indien, il aurait pu être chinois ou indien. Effectivement, c'est une grosse partie des ethnies, mais représentés dans la vallée, les talents dans la tech en général. On sait que comme ils sont proportionnellement beaucoup, plus d'1 milliard chacun, les Indiens et les Chinois, ils ont proportionnellement beaucoup plus de talent que d'autres pays. Ils misent beaucoup sur les nouvelles technologies aussi, il faut le dire, notamment en Inde. Oui, en termes de formation, mais c'est un autre débat. Bah, surtout sur l'intellect, hein. Ils travaillent très très bien les maths et la Chine avec leurs universités et l'Inde avec les IIT sont très très forts. Mais non, je pense pas qu'on les choisi pour le fait qu'ils soient indiens. Je pense que les Américains s'en foutent un peu. Ils l'ont choisi parce qu'il est probablement l'homme de la situation d'après eux pour régler le problème interne de Microsoft. Surtout lui, ça fait 22 ans qu'il est chez Microsoft, donc on n'a pas besoin de lui réapprendre l'alpha et l'oméga de la culture de l'entreprise et de son passé. C'est pas ça qui m'étonne, c'est le fait qu'il ait plutôt 46 ans. C'est vieux, c'est jeune, c'est quoi? C'est chose que tu vas dire, moi, je trouve que c'est jeune. Alors pas en termes d'expérience. Parce qu'il en a une très très longue, donc il est sûrement très compétent pour ce qu'il sait faire. C'est se dire 46 ans, il va être là 20 ans. Peut-être pas, parce que regarde, Ballmer lui part alors qu'il a 56, 58, je crois. Donc finalement, on fait des. Gates était parti à peu près. Gates était parti même plus jeune que ça. Il était parti en 2000, donc il avait 48, si je me souviens son nom. Il était un peu plus riche. Non, même moins que ça, 46. Oui, il avait envie de faire autre chose, clairement. Mais donc on finit pas très vieux ces carrières de patron de Microsoft. Puis de toute façon, ils n'hésitent pas à changer s'ils en ont besoin. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène quand même où ils ont présenté Satya Nadella dans un des bâtiments de Microsoft au staff qui était là. Alors évidemment, ça semblait assez convivial quand même. Ouais, puis les gens étaient contents. Enfin, c'est bon. En même temps, c'était un peu pour la caméra. Mais c'était chouette d'avoir sur scène les trois époques et les trois patrons. Et qui étaient vraiment des Gates, Ballmer, Nadella, conseil d'administration dont j'ai oublié le nom, le nouveau, peu importe, pas grave, John Thompson, on ne le reverra jamais, ça n'a pas d'importance. Ça, je ne serais pas si sûr. Non, mais le patron du conseil d'administration, on ne le voit pas. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir qu'on était vraiment face à trois époques différentes. Gates, c'était l'époque où Microsoft était le roi du PC et de manière incontestable, etc. Ballmer, c'est l'arrivée sur des marchés très professionnels, sur le cloud, le gaming, d'autres choses, et puis avec des on ne pas tout parce qu'on va le faire dans l'émission, mais vas-y. Non, bien sûr, et puis avec des questions qui se posaient sur c'est quoi le devenir du PC, etc. Et c'est ça, pourquoi est-ce que, mais c'est ce que Ballmer a dit quand il a dit je vais me retirer, c'est on arrive à un moment où il y a une vraie transformation d'entreprise à faire, où on va passer d'éditeur de logiciels à éditeur et machin, et gaming, et device, les constructeurs et tout ça. Il faut mettre ça dans les mains de quelqu'un qui va avoir les mains dans le cambouis dès le premier jour, et c'est pour ça qu'il faut un nouveau patron. Est-ce qu'il faut comprendre dans ton raisonnement, Cédric, pour toi, le fait que Steve Ballmer s'en aille après quoi? Maintenant 13 ans aux commandes de Microsoft, pour toi, ce n'est pas une sanction? Une sanction, mais c'est impossible. En 99, quand il est arrivé aux manettes, quand Bill Gates lui a passé la main, j'ai les chiffres sous les yeux parce qu'il a fallu que je révise un peu. En 99, Microsoft a gagné 19 milliards de dollars. Bon, tu peux dire, ouais, c'est pas mal. Et là, il part, Microsoft a gagné 77 milliards de dollars cette année. Pendant ce temps-là, il a aussi multiplié le bénéfice par 10 quasiment. En 99, c'était 2 milliards et des. Et cette année, c'était 20 milliards. 20 milliards sur 77 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, non seulement il a bien tenu la maison, mais il l'a fait fleurir. En termes de chiffre d'affaires. Ah, mais oui, mais plus peut-être sur le secteur de l'entreprise, parce que ton ordinateur, c'est quoi? Ah, il y a une pomme dessus. Ça, c'est celui de Paul Rony, mais le mien aussi. Ouais. C'est quoi ton téléphone? Oh, c'est un Android. Ah oui, non, mais bien sûr. Ouais, mais... voilà. Oui, mais enfin, attendez, les mecs, attendez, semaine après semaine, vous me dites, ah non, attendez, la part de marché, ça n'a pas d'importance. Ouais. Ici, on ne parle que de, je te fais Steve Ballmer, tiens mon pote, j'ai fait 77 milliards l'année dernière. Voilà. Oui, tu prennes un petit rail avant. Lui, qui l'aurait fait en hurlant, il aurait retourné la table.
Cédric, Oui, Julien. Steve a peut-être fait 77 milliards de chiffres, comme tu dis, mais le cours de l'action Microsoft, il en est où? Mais on s'en branle. C'est comme le cours de l'action Apple, il en est où? Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'a d'importance que si tu as des actions. Ça peut mettre en péril Pour l'actionnaire, je suis pas sûr que ça n'ait pas d'importance. C'est intéressant pour la Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a d'intérêt que si tu es actionnaire. Ça n'a aucun intérêt pour toi et moi. Et je suis d'accord avec toi pour dire que Ballmer, effectivement, un PDG qui reste un peu plus de 10 ans et qui a de tels résultats, c'est loin d'être un échec et loin d'être, comment dirais-je, une sanction son départ. C'est-à-dire, l'actionnaire de 2000, s'il avait su que les résultats seraient ce qu'ils sont aujourd'hui, l'action aurait été beaucoup plus chère. Le problème, c'est qu'à chaque fois, en direct, à un instant T, l'action, elle exprimait quoi? Elle exprimait la peur du futur. Elle exprimait, on ne sait pas ce qui va se passer après. Alors, Ballmer devait être extrêmement frustré parce que année après année, le cash montait, les résultats montaient, le bénéfice augmentait, et l'action restait flat parce que les gens disaient, oui, c'est très bien, mais pour l'année prochaine, on ne voit pas comment vous allez arriver à faire mieux. Et pourtant, il a réussi. Donc, on peut lui dire, c'est dommage, l'action est restée assez flat pendant tout ce temps-là, mais c'est quand même une réussite. Enfin, je veux dire, en termes de business pur, Ballmer, c'est une réussite éclatante, bien plus que Gates avant lui d'ailleurs. Il n'a pas Et c'est dans quel domaine qu'il a été le meilleur justement? Parce que Microsoft, c'est vaste quand même. On va y venir. On va lister ensemble un petit peu. On va faire le bilan, l'inventaire. Pour revenir sur un point qui paraît intéressant, on disait oui, c'est bien que ça soit un candidat interne finalement qui prenne le poste de CEO de Microsoft. Ouais. Je suis pas convaincu que ça soit une bonne chose et je suis pas convaincu parce qu'il y a tellement de chapelles au sein de Microsoft, tellement d'églises ou d'écuries en concurrence les unes avec les autres que quelqu'un d'interne, certes, qui comprend très bien comment ça marche, il voit très bien où sont les points de friction ou de ralentissement, mais il aura peut-être du mal à trancher, alors quelqu'un d'externe aurait pu voir d'un œil neuf une organisation très bureaucratique qui quand même pénalise assez souvent l'innovation chez Microsoft. Ouais. Et il y a toujours la problématique quand on est leader d'un marché, comme c'était le cas sur le marché de la micro-informatique lorsque Steve Ballmer a pris le relais de Bill Gates. On a une rente. Il est parfois difficile de renoncer à des rentes et de se positionner sur des nouveaux marchés émergents et prendre le risque de faire du mal à son marché historique et essayer de faire tenir au maximum ses ressources actuelles avant de passer au dernier moment au futur. C'est ce que vit aussi un petit peu Apple aujourd'hui. Alors on va poser la question à Paul, qui est le plus jeune de l'émission, parce qu'il est tout jeune, il est étudiant. Microsoft, on a connu un Microsoft ultra dominant, un peu avec l'image d'un Google aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, dans ton entourage, franchement, quelle image vous avez d'un Microsoft aujourd'hui? Moi, l'image que j'ai d'un Microsoft, déjà, c'est à la fac par rapport à ce qu'il y a comme machine. Il y a une Surface Pro, 40 MacBook Pro, et le reste, c'est des netbooks ou des PC normaux, ou des ultra portables. Donc voilà. Ensuite, le réflexe d'acheter un PC, c'est plus forcément le... Non. Bon, après, ça peut passer d'une fac à l'autre. Voilà, mais bon, globalement, il y a une tendance. Et donc, après Microsoft aussi, il y a une image. Mes copains, quand j'étais petit, disaient ouais, j'ai Windows. Par contre, dès qu'ils ont eu des Xbox, ils ont su que c'était Microsoft. Donc, j'ai l'impression que Microsoft a gagné un grand poids dans un marché où il n'était pas du tout. Et ça, je trouve que c'est une grande réussite de leur part. Par contre, c'est clair que maintenant, quand on en parle entre nous, Microsoft, ça fait vieux. Ça n'a aucun facteur cool, ça donne pas envie. Microsoft, pour mes copains, c'est Word, Windows. C'est le travail. Et juste, ouais, voilà. C'est pas du fun. Alors qu'ils font des téléphones. Enfin, il y a des téléphones sous Windows Phone. Mais l'iPhone, ça fait toujours plus. J'ai l'impression même en toute honnêteté, même les téléphones Android ont plus de facteurs cool que ceux de Microsoft. Enfin, j'ai l'impression que ça a vieilli. Alors, on vous a parlé de la Xbox. On va essayer de faire ensemble le bilan des 13 années de mandat de Steve Ballmer. La Xbox, Julien, ça a été un cap qui a été donné au début des années 2000. On se souvient de cette keynote mémorable à Las Vegas. On se souvient apparemment. Oui, j'étais là, j'étais assez surpris de voir Bill Gates grimé en Harry Potter et de mémoire Steve Ballmer en Dark Vador en train de faire des combats au sabre. C'était assez hallucinant pour lancer une Xbox. Ça n'a pas été très bien compris à l'époque, mais ça a été un choix, ça met du temps, mais un choix plutôt gagnant sur le long terme pour rajeunir la marge Microsoft et comme l'a si bien dit Paul, pour trouver un public beaucoup plus jeune. Ouais, la première 2001, Xbox, c'était. Clairement, elle était pas vraiment attendue des gamers. Et d'ailleurs, à l'époque, tous les analystes disaient non mais Microsoft va se planter, c'est pas possible, Sony est trop fort. Et puis il y a Nintendo. Et puis rendez-vous compte, sur les marchés asiatiques, la Xbox ça marchera jamais. La réalité, c'est que la Xbox première génération n'a pas vraiment déchaîné les passions. Il y a eu quelques jeux. Plutôt la PlayStation. Des franchises qui ont installé l'écosystème Xbox. Il a fallu attendre
la 360, la Xbox 360, pour vraiment que Microsoft rencontre le succès sur le marché du gaming et arrive à embêter sérieusement Sony, ce qui a permis à Microsoft, effectivement, c'est ce que disait Paul un peu plus tôt, de peut-être, alors je ne sais pas s'il faut dire rajeunir, mais en tout cas de parler à un autre public que celui auquel il parlait jusqu'à présent. Et pour la première fois, même si Microsoft avait fait quelques accessoires comme des claviers et des souris, il se présentait comme entre guillemets, un constructeur et pas simplement un éditeur de logiciel. Microsoft n'avait pas fait quelques accessoires, ils avaient fait des excellents accessoires du monde PC Voilà, que jamais personne n'a égalé. Enfin, je n'ai jamais vu des accessoires aussi bons que les Sidewinder, je n'ai jamais vu des claviers aussi bons que les Natural Keyboard. Aujourd'hui, moi, je suis orphelin de cette époque où on avait des Wireless Entertainment 8000 et des trucs absolument démentiels qui sortaient de chez Microsoft. Donc, ils ont toujours eu un savoir-faire dans leur division matérielle qu'ils ont appliqué effectivement à la Xbox dans un premier temps, et plus tard aux autres déclinaisons. Et je sais plus ce qu'on disait, mais sinon c'était cool. Ouais. Fanny, Rodrigo, une petite réaction sur l'arrivée de Microsoft. Comment vous avez vécu ça à l'époque sur le terrain du gaming? C'est quelque chose qui vous a étonné? Voilà, c'était l'avenir à l'époque, les jeux vidéo à votre sens, mais ça l'est toujours. Alors oui, moi c'était clairement, j'étais en plein dedans et j'attendais que ça de voir des nouvelles consoles arriver parce qu'on en voyait certaines s'essouffler et voilà, et ça a été une belle surprise même si c'était pas. C'était quand même une console plus informatique, hein. C'était un PC de salon. Totalement. Ouais. Hein, c'était un P3. Et je me souviens, c'est quand même la première console pour laquelle j'ai tiré du câble Ethernet au milieu de chez moi pour arriver à faire du multiplayer sur une console de jeu. Ce qui au début, alors c'était, tu parlais de ça aux joueurs PC, c'était l'anathème total. C'était ça marchera jamais, c'était, enfin tout ça. Oui, Julien. Effectivement, Cédric, c'est aussi, il faut s'en souvenir, la Xbox, c'est le Xbox Live. Ouais. Et la première Xbox, c'est effectivement le jeu en ligne, le Xbox Live, le ça ne marchera jamais. Ouais, c'est vrai. Bien avant Apple. Si tu regardes les chiffres d'abonnement du Xbox Live, Microsoft a enregistré des succès monstrueux. Et aujourd'hui, c'est 6 € par mois. Hein. C'est une belle rente, le Xbox. T'imagines, moi je paye $60 par mois alors que j'ai plus de Xbox. Ouais, moi aussi. Non, j'attends une Xbox One. On se demande pourquoi. J'attends une Xbox One. La vraie réussite, Rodrigo, c'est plutôt l'arrivée de la 360 qui a été plus convaincante, parce qu'elle était la première console de nouvelle génération qui est arrivée avant la PlayStation 4. 3, je ne sais plus où on en est là, la PlayStation 3. 4, et c'était 3 à l'époque. Ouais. Eh ben écoute, ma réponse de néophyte de l'époque est non. Bon. Parce que j'avais pas de console de jeu. Je crois qu'on avait une GameCube Nintendo. Ouais, mais tu as eu une 360 après, Rodrigo. Attends. Et donc j'avais rien de tout ça. Au début de l'univers. Au début de l'univers, donc on est vers 2010. Et 2010, je me suis dit, il y a un marché dans le digital sur lequel je ne connais rien. J'ai déjà raconté ça plein de fois. Donc j'ai pas mal œuvré dans le web, dans le mobile, et je dis dans le jeu, je connais rien. C'est un marché qui fait 80 milliards, d'après les études à l'époque, qui faisait 60 dans le soft, dans le hard. Et je me suis dit, bon, faut que je m'y mette, faut que je comprenne le jeu. Donc le casual gaming, le hard gaming et tout ça. Et je me dis, bon, faut que j'achète une console sérieuse, parce que j'avais des consoles pas sérieuses pour les enfants. Et je me suis dit, PS3 ou Xbox. Et à l'époque, j'avais pas mal regardé, un peu partout, et j'avais rien compris, différence des deux. C'était à peu près pareil. Ouais. Et ce qui a fait la différence, quand j'ai acheté les deux, après être consulté plein de gens, c'était pas la console, c'était le jeu, qui était fourni en exclusivité sur une plateforme ou sur l'autre. Il y avait des jeux de boom boom sur la Xbox, il fallait dégommer des gens avec des mitraillettes et des trucs bizarres. Et puis il y avait un jeu de rôle qui s'appelait Heavy Rain, qui était à l'époque uniquement sur PS3. Et c'est pour ça que je suis allé sur la PS3. Ouais. Donc, très vite, hein, un mois ou deux après, j'ai acheté l'autre console. Et donc ça fait pas mal d'années que j'ai toutes les consoles en fait branchées chez moi. Donc il y a effectivement des Wii dans tous les sens, il y a deux PS3, une Xbox. Et à l'usage, j'ai quasiment jamais utilisé la Xbox. Oups, pardon. Je peux acheter un jeu qui est disponible sur les deux plateformes, j'apprends systématiquement en PS3 parce que j'aime pas l'interface de la Xbox et j'aimais pas le fait, même si PS4 le fait maintenant, qu'il faille s'abonner à un service en ligne pour bénéficier pleinement de l'environnement Microsoft Live. Donc à l'usage, depuis 3 ans, moi je suis resté PS3. Il n'y a pas encore vraiment de raison de passer à la PS4 pour moi. Mais bon, je passerai à la PS4. Je sais pas si je rachèterai une Xbox, tu vois. Le vrai booster de la Xbox et le vrai coup de génie de Microsoft, c'est Kinect.
Ah bah oui, c'est le truc qu'ils ont volé à Apple. Non, pas qu'ils ont volé à Apple. pourquoi tu dis ça? Mais Apple n'a pas voulu prendre. Ouais. qu'Apple, c'est plus compliqué Ouais. que ça. L'histoire telle qu'on la raconte, c'est que... Alors Kinect, on va reprendre du début, parce que Kinect, c'est donc ce capteur de mouvement qui est arrivé, mais il est arrivé assez tard quand même dans la vie de la Ça Xbox. a vraiment été 360. vraiment Ça a été une espèce de le deuxième deuxième ascension. épisode de la le 360. deuxième Tout à étage coup, de la fusée qui a vraiment fait Exactement. exploser la Xbox. Quoi. Ils ont vu ce qui s'était passé avec la Wii de Nintendo, où tout à coup, pourtant, il fallait que ce soit dans la manette, avec le capteur, le petit illuminateur infrarouge sous la télé, c'était assez compliqué. Et pourtant, les gens adoraient ça, parce que tout à coup, tu faisais du bowling, du golf, du baseball, etc. Mais ils se sont dit qu'il y avait quand même moyen de faire mieux et de faire sans contrôleur. Et là, ils ont approché plusieurs boîtes, et il y a une boîte qui les a approchés, qui est cette start-up israélienne, dont le nom m'échappe, Qui a été racheté récemment par Apple. racheté récemment par Apple, et qui à l'époque faisait du shopping en disant on a une Et super Google. techno, est-ce que vous voulez la mettre dans vos produits? Donc ils allaient voir Apple, Ouais. et Apple apparemment, le premier truc qu'avait fait Apple, c'était leur faire signer un NDA épais comme ça, Le niche en Apple. disant vous n'aurez pas le droit de dire que l'on s'est rencontrés, Voilà. enfin tout ça. Et Gentiment discuté. les garçons trouvaient ça un peu... Et puis surtout qu'ils les engageaient un peu pour une période de temps à ne pas négocier avec qui que ce soit d'autre. Et là, les mecs disaient attendez, si vous nous proposez rien, bon voilà. Donc ils ont refusé, ils sont allés voir Microsoft, et Microsoft a fait venez à moi mes petits-enfants. Et ils ont fait Kinect. Et a fait Kinect. Et Kinect, ça a été un tremblement de terre pour la Ça, Xbox. c'est un vrai succès. Un vrai succès. Kinect, c'est dans le livre des records Guinness, au hein, profit c'est de le Steve plus Ballmer. 8 grand, millions d'unités vendues. je crois. c'est 8 le millions plus grand d'unités. 8 millions succès. Seulement Oui. Non, il n'y a pas plus. Bah, Mais dans les en- premiers rapidement, mois, dans les attends, premiers t'imagines mois, un dans les premiers accessoire, un c'est- accessoire qui coûtait le tiers du prix de la console, si Ouais, c'est pas c'était plus. énorme. 8 millions dans les 2 premiers mois qui ont suivi son lancement. Alors je cite les chiffres de tête, hein, vous m'excuserez, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est inattendu. Quoi. Bon, pour l'instant, le bilan est plutôt positif de Ballmer. C'est pas dis-moi sur le positif, jeu c'est vidéo, c'est le plus grand succès de l'histoire de l'électronique grand public. hein. Ouais. Par Euh, contre, voilà. Le Commodore 64. oui. Ah non, mais il va. Non, mais c'est vrai en termes de lancement. Maître Capello et Barbino. Mais, c'est oui. ça. Mais en termes de, par contre, sur la nouvelle génération, là, par contre, Julien, il y a donc il y a des cycles de renouvellement de Xbox, la Xbox One face à la PS4. Cette fois-ci, là, il semblerait que Microsoft ait un peu plus de mal. Là, je pense que c'est dur pour Microsoft. Alors, Microsoft a ce culte du secret dans les chiffres, donc ils ne communiquent pas vraiment de chiffres totalement transparents sur les ventes de Xbox. Et Comment là, ça se est fait tombé, enfin, c'est pareil sur Windows, on pourra en reparler plus tard, mais ils communiquent que quand ça les arrange et de façon un petit peu biaisée. Ça me rappelle une autre entreprise. Ça Avec une rappellera porte des dessus. souvenirs. Ouais. Et donc, la Xbox One, aujourd'hui, ils se vendent 2 fois plus de PS4 que de Xbox One. Je Aïe. crois que le chiffre, c'est aux États-Unis. Aïe. Et aujourd'hui, le problème de la Xbox One, c'est qu'ils ont totalement tué son lancement avec tout un bad buzz, une mauvaise communication suite à des annonces qui ont été prises très très mal par les joueurs, par une communauté de Location des die-hard. jeux, notamment, c'est ça Oui, La les revente. pour les jeux, etc. Le fait qu'on pouvait pas revendre, qu'on pouvait pas louer, etc. Et aujourd'hui, la Xbox One, je pense qu'elle aura du mal dans les mois, dans les années à venir, à s'imposer. Surtout si Microsoft ne la fait pas évoluer, ne change pas son design, ne change pas son positionnement prix, mais- voire n'enlève pas l'obligation d'acheter une Xbox One avec un capteur Kinect. Parce que Kinect, c'est vachement bien, mais je pense que la plupart des joueurs qui ont acheté, les 10 millions de personnes, là, 8 à 10 millions de personnes qui ont acheté le premier Kinect sur la 360, ils ont joué à 2 jeux, ils se sont éclatés, mais ils savent que depuis, leur capteur Kinect, il prend la poussière et il est dans un coin, voire même plus branché sur la console. Alors, On peut voir toute la vue une nouvelle console avec un Kinect qui se sert pas, c'est peut-être pas forcément un atout commercial. ouais. De manière générale, le bilan de Steve Ballmer est relativement positif sur les jeux, même si c'est vrai, le Kinect peut prendre la poussière. C'est quand même très positif. Ouais, on a joué à Kinectimals 2-3 fois avec les enfants. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il faut déplacer tous les meubles du salon pour pouvoir jouer. C'est fini ça. Ça, c'était Oui, avant. parce qu'avec la nouvelle. La nouvelle est le beaucoup capteur plus est quand grand même angle. très- Ouais, mais il faut mettre à jour. T'as plus besoin d'habiter, d'avoir 60 mètres carrés dans le salon. Quoi. Mais la nouvelle, Ouais. Mais bien sûr, tu as tout compris au modèle Donc économique. on a bien compris Ben que voilà. le Donc, bilan d'un Ballmer est plutôt positif sur le secteur du jeu vidéo. Reste à savoir si sur le long terme, miser sur des consoles de salon, et on sait que c'est des énormes investissements puisque les constructeurs aujourd'hui de consoles ne gagnent pas d'argent sur la vente de consoles, mais sur la vente de jeux. On verra
si c'est ça qui va gagner ou ça, ou les consoles, on verra. Ah, non. Ça a une importance de toute façon stratégique et qui n'est pas exprimée dans le chiffre d'affaires ni des consoles ni des jeux. Et ça, on le sentait dès la première Xbox. C'est-à-dire, l'enjeu, c'était de mettre une boîte connectée à ta télé dans ton salon et connectée au réseau. Oui. On va en parler. On va en parler. Pourquoi? Parce que il y a. On fait la télé à l'envers. Ben oui, non, mais c'est comme ça. On a continué sur la Xbox, mais entre-temps, d'autres éléments sont arrivés et d'autres lancements ont eu lieu chez Microsoft. Julien, on a l'impression, de manière générale, au début des années 2000, il y a eu plein de bonnes idées chez Microsoft, mais ces idées arrivaient un peu trop en amont. Mais il y en a, en tout cas, ce qui marchait de manière récurrente, c'était Windows, et notamment en 2001, un an ou quelques mois après la sortie de, je ne sais plus, de la Microsoft Xbox, est arrivé Windows XP. Tout à fait, Windows XP qui a été un raz-de-marée puisque c'était la version, allez, on va dire grand public avec l'UI Fisher-Price pour les détracteurs de Windows 2000. Wow. Donc c'était la fin des Windows 9X. Là, c'était vraiment Microsoft était en firmament de sa domination en termes d'OS à cette époque-là, on peut le dire. Bon, je ne sais pas s'il faut parler de domination. Bah, si. c'est pas moi de le dire. Bah oui, c'est mais oui, clairement, ils étaient au top de ce qu'ils pouvaient faire. Et à l'époque, ils ont fait feu de tout bois avec un ensemble de déclinaisons de Windows XP. Et des innovations, comme je te disais en amont, hein, aussi dans XP. Notamment des bonnes idées qui sont aujourd'hui courantes et que Microsoft a initié au début des années 2000, je pense notamment au Media Center, Julien. Oui, voilà, c'est les déclinaisons dont je voulais parler. Le Media Center, qui a été une déclinaison d'abord réservée au marché américain, puis à l'Europe. Il y a eu la version Home Server, donc Windows Home Server pour tout ce qui est stockage, sauvegarde, etc. Donc tous les NAS aujourd'hui existent. Voilà, Microsoft avait imaginé ça il y a 10 ans, 12 ans déjà. Oui, enfin un peu moins, parce que ça arrive après. Mais, 2003, 2004. Et il y a également Windows XP Tablet Edition, qui était juste les prémices, qu'on le veuille ou non, des tablettes. Alors évidemment, à l'époque, Windows XP Tablet Edition sur un ordinateur portable qui pèse 3 kg avec un écran qui se retourne, qui est plus, qui est pas vraiment tactile au sens où on l'entend aujourd'hui, ça avait moins de succès. Ouais. Mais les bases étaient là. En résumé, Cédric, à l'époque, en 2002, de mémoire, Microsoft présente le tablette PC. Donc c'est un PC, Julien l'a très bien résumé, donc, dont l'écran se retourne, est tactile avec un stylet, mais ça reste l'interface de Windows. Ah oui, ça n'a pas changé. Et c'est peut-être là l'erreur, peut-être, de ne pas faire une interface dédiée pour le tactile. C'est d'avoir cru qu'on C'était pas le petit point non plus, comme l'iPhone. Hein. Non, puis c'est vraiment une erreur de design d'interface. C'est-à-dire que c'est croire qu'on peut adapter l'un à l'autre. C'est exactement l'argument inverse qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas de Mac tactile. Toujours, par exemple, mais aujourd'hui, tu n'as pas de Mac tactile. Pourquoi? Parce qu'on te dit, bah non, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir. L'interface n'est pas dédiée. L'interface, non seulement l'interface n'est pas dédiée, mais tu ne peux pas avoir une interface verticale pour l'horizontale. Là, c'était l'argument inverse, c'était de dire ça va le faire. Alors ça l'a fait, mais dans des niches de marché professionnel, de gens qui faisaient du surveying et étaient super contents d'avoir enfin du tactile un peu stylé. Mais moi, je n'ai jamais vu sérieusement des gens utiliser ça pour faire de la prise de notes, par exemple. Alors on va me donner des exemples. En clair, on ne l'utilisait pas en mode tablette, on l'utilisait comme un super portable. Quoi, en gros. Ouais, c'est ça, c'était un super portable donc, qui permettait en plus de cocher des cases ou de faire Apple a sorti la première tablette, c'est pas l'iPad, c'est vrai, mais la vraie première tablette tactile, c'est pas forcément Microsoft non plus. Ah si, c'est une vraie tablette tactile et puis on faisait des choses bien. Il y avait des applications. Le hardware suivait, mais le logiciel c'était beaucoup. Non, alors non, deux choses. Là, on confond le système et le logiciel. Il y avait des logiciels qui en tiraient vraiment parti pour faire de la prise de notes, pour faire de la retouche, pour faire même des applications professionnelles. On a tous vu les trucs de médecins dans les hôpitaux en train de faire. Alors voilà votre courbe de température, tout ça. En revanche, le système lui n'était pas fait pour. Le système, il y avait 3 utilitaires qui tiraient vraiment parti. C'est vrai que les départements, les étages de la fusée n'étaient pas tout alignés. Et puis, on était encore sur des systèmes de touchscreen, enfin des systèmes tactiles résistifs et pas capacitifs. Il a fallu attendre l'arrivée du capacitif. Une autre marque a fait les bons choix. Ils ont fait le choix d'attendre surtout. Parce qu'on sait maintenant que chez Apple, on regardait ce genre de choses aussi en disant... Depuis très longtemps, depuis Newton, depuis tout ça, on disait, bon, 1983. Un jour, on va faire une machine. Donc, alors, on peut demander à Apple ce qu'il en pense, mais voilà, ils ont fait le choix d'attendre en disant, non, c'est pas prêt. Chez Microsoft, Gates y croyait dur comme fer. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai mis les pieds chez Microsoft, c'était en 96. T'imagines comme on est des vieillards. Et déjà ce jour-là, on nous disait, non, attendez, le clavier et la souris, ça va pas durer. Vous allez voir, dans 2 ans, là, vous allez parler à votre PC, ce sera fini, interface naturelle, etc. Et on nous parlait déjà du tactile. Quand j'ai vu l'arrivée de tablette PC, c'est vrai que j'aurais bien voulu voir un Mac déjà tactile comme ça.
Mais c'est vrai que ça m'a fait penser au Newton et à l'échec du Newton. Et je me dis, le stylet, franchement, Apple s'est planté, Microsoft va suivre le même chemin. Sachant qu'Apple avait développé une interface avec le Newton qui était dédiée au tactile. Apple a fait plein de choses avec le Newton. Il y a eu le système paragraphe qu'ils avaient racheté pour la reconnaissance d'écriture, le système Graphie pour l'alphabet. Mais je vais dire un truc sur la tablette, c'est que chez Apple, ils ont eu une grande chance. C'est qu'au début de leur existence, ils ont eu un monsieur génial qui a bossé avec eux, c'est Alan Kay. Et qui leur a dit, les tablettes, ce ne sera pas des ordinateurs, ce ne sera pas une couche tactile au-dessus du système, il faudra repenser des interfaces. Et donc, comme dit Cédric, ils ont fait le choix d'attendre parce qu'ils savaient qu'il faudrait attendre. Par contre, c'est vrai qu'ils croyaient que le PDA sous forme de notepad, ça marcherait. Et ça n'a pas Et marché. ça n'a pas marché. Voilà. Pendant ce temps-là, chez Apple, on se gave avec l'iPod qui fait un carton. Et ça, c'est un moment délicieux pour moi que de présenter ce produit. En 2006 est arrivé chez Microsoft le Zune, la réponse, la riposte de Microsoft au baladeur d'Apple. Il n'a pas vraiment sauvé Microsoft, ce produit-là, Julien. Non, mais écoute, je te le montre là en direct. Parce que j'ai un Zune toujours en état de fonctionnement. Ouais, j'adore le design. Allez, fais-nous un 360, vas-y, allez hop. Ah bah oui, c'est un design. Enfin, moi j'appelais ça boîte à savon, quoi. C'est vrai que. Mais le pire, c'est que tu l'as acheté. Non. Ah oui, complètement. Je l'ai acheté. C'est pas Microsoft qui me l'a envoyé ou quoi. Mais ça va pas. Je l'ai acheté. À faire ça J'en ai acheté consciemment, Non, mais On a acheté c'est plusieurs. pour faire de la veille technologique, mon cher. C'est ça. Tu sais, certains collectionnent les Mac, d'autres collectionnaient les Zune. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, le Zune, le premier, on disait, bon, c'est le premier, et puis tu comparais aux premiers iPods, et tu disais, bon. Ça, c'est les voilà, derniers, tu vois. Il était quand même assez évolué. Ah ça. voilà, le dernier, mais il était Voilà. génial. Le dernier, Ça, il était magnifique. Ça, c'est le dernier. Ça, Justement. c'est la version avec Tegra. Et c'est cette version qui propose un petit peu les bases de l'interface métro, finalement, l'interface. Exactement. Donc le On va ridicule ne tue retrouver pas, dans puisque Windows Phone. voilà, c'est ce qu'on a retrouvé dans Windows Phone. C'est l'interface, c'est celle de l'interface métro, c'est ça. Tout à fait. C'est vraiment les bases. Ils ont jeté les bases avec cette génération de Zune. Là, c'est le Zune Flash. Et cette interface métro, les éléments de langage de l'interface sont déjà dans le Zune. Alors le Zune, c'est un ratage commercial pas possible. C'est un foirage en communication. C'est un produit inutile parce que l'iPod de toute façon était déjà hégémonique et ça servait à rien d'arriver. Avec une solution d'ailleurs qui était très bien faite sur le plan logiciel, mais C'était dont un le PC. principal handicap c'est qu'il n'y avait pas vraiment de store pour l'accompagner. Bah oui. Et par contre, ce qu'ils ont réussi, c'est effectivement l'interface qui va être améliorée, refinée pour finalement arriver dans Windows Phone et dans la première version de Windows Phone. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est notre ami Robbie Bach qui gère le développement de Windows Phone, comme il a supervisé Project Natal avec Jay Allard pour Kinect, quoi, parce que Project Natal c'est Kinect. Et donc c'est ces deux garçons qui ont fait effectivement le Zune. Alors le Zune a priori c'est pas une réussite, mais enfin ils ont aussi fait ou supervisé du moins Windows Phone. Et d'autres choses, on a parlé de Kin notamment. Alors le Kin, je ne sais pas si vous... Alors n'allons pas trop vite, parce qu'entre-temps quand même, Julien est arrivé quand même un an après le Zune, une bombe thermonucléaire sur l'univers high-tech, ça s'appelle l'iPhone en 2007. Il faut se rappeler qu'en 2007, lorsque l'iPhone arrive, le leader du marché, c'est Microsoft, Julien. Oui, Microsoft a été numéro 1 sur les OS de smartphones pendant de longues années. Alors, je ne sais plus s'il était en 2007. En tout cas, ils ont lancé le smartphone en 2002 avec le Pocket PC. Le premier smartphone vraiment digne de son nom, couleur, avec des connexions relativement rapides GPRS à l'époque. C'était très en amont. Bon, c'était du tactile déjà. Et c'était avec le menu démarrer, j'adore. Mais par contre, ils n'ont absolument pas résisté à l'arrivée, tu l'as dit, de Symbian, à l'arrivée de Nokia, mais surtout de l'iPhone, quoi. L'arrivée de l'iPhone, ça a été une catastrophe parce qu'effectivement, Microsoft, depuis des années, faisait évoluer un noyau Windows CE qui n'était pas vraiment adapté au monde des smartphones. Il le faisait évoluer de manière annuelle ou un peu plus longue, par petites touches, sans jamais rien changer, puisque finalement, l'interface, pendant 10 ans, c'est quasiment la même avec la métaphore du bouton démarrer sur un smartphone. Qui voulait d'un bouton démarrer sur un smartphone ? Je suis pas sûr que ça ait du sens. Rodrigo, comment on peut expliquer comme ça que Microsoft, c'est freudien, que Microsoft n'ait pas comme ça senti le vent tourner et qu'il a continué pendant plusieurs années après l'iPhone a proposé une version simplement de Windows CE avec toujours ce fameux petit menu démarrer et le système tactile avec un stylo qui n'est pas réagi. C'est quoi ? C'est quand on est leader, on a une situation de rente, on ne peut pas se remettre en cause ? Ça peut être ça,
en effet, mais aussi deux autres choses. On peut imaginer qu'il y a un manque de vision. Euh, on se souvient du premier livre de Bill Gates, À la vitesse de la lumière, où il avait oublié de parler de l'Internet, tout simplement. Oups. Donc ça, Un détail. peut-être. Oui, mais On va en parler, Bill Gates, à la fin de Non, l'émission, mais, je vous rassure. on peut être dans une culture d'entreprise qui empêche cette vision du lendemain. Ce que Microsoft a beaucoup changé, hein, avec son programme BeSpark de par le monde, ils sont mis en contact de l'innovation de toutes ces startups, mais à l'époque, ils ne l'avaient pas. Et la deuxième chose, c'est le poids du paquebot qui a du mal à tourner. Quand tu as un historique sur une fondation qui fait le gros de ton chiffre d'affaires, qui est Windows, que l'on essaie de décliner dans toutes les formes en se disant mais finalement c'est notre poule aux œufs d'or et on doit pouvoir la porter partout en appliquant un marketing massif, ce que fait Apple aussi dans un autre domaine. On oublie qu'il faut de temps en temps se réinventer et de voir les évolutions du marché et de les considérer comme des gimmicks. Le problème à l'intérieur même de Microsoft, c'est l'arrogance peut-être quelque part de l'hégémone, je sais pas comment on dit en français. L'arrogance me rappelle Bah, une autre Daimler entreprise. a quand même déclaré, c'est assez fameux dans une interview quand on lui a demandé ce qu'il Ouais. pensait de l'iPhone, il a quand même dit ça marchera jamais, il n'y a pas de clavier. Ah, c'était au tout début, ça, ouais, bien sûr. Il s'appelle avoir le Mais nez creux. il n'avait pas regardé Problème toute la de conf. vision, effectivement. C'est pas moi qui le dis, Cédric. Le problème, il était politique. Les gens à l'intérieur de Microsoft le racontent. Ils disent le problème, c'était, Rodrigo l'a évoqué, le poids relatif de Windows à l'intérieur du business de Microsoft, et donc le poids de la division Windows, le poids politique à l'intérieur de Microsoft. On se souvient tous de ce projet qui s'appelait je ne sais plus comment, qui était un projet Courrier. Courrier. On s'en souvient tous, on s'en souvient tous. Bah oui, de notre pad On avait tactile présenté avec cette deux émission à écrans, l'époque, machin, qui est d'enfer. sorti, qui était Parlons-en en- maintenant. Allons-y. En Ouais, bien 2010, sûr. Apple lance l'iPad et depuis plusieurs années, Microsoft travaille au projet Courrier. Regardez, c'est un livre qui s'ouvre en deux, Magnifique. Et avec alors, deux écrans tactiles. les esquisses d'interface qu'on voit sont C'était sublimes. révolutionnaire. C'est révolutionnaire, le copier-coller de l'un à l'autre, enfin c'était magnifique. Tous les gens qui ont vu ça ont dit oh, I want, En donnez-moi janvier ça 2010, maintenant. donc l'iPad Voilà. sort et la même année, quelques mois plus tard, Microsoft décide En de avril. s'aborder ce programme. Oui, Ce qui et, s'appelle, et on se mal dit à mais comprendre. pourquoi mais ils Ouais. ont fait un truc génial, pourquoi ne le sortent-ils pas? Bah parce que c'est pas Windows. Et que donc les gens de la division Windows C'est-à-dire, c'est disent pas Windows, ça non, n'avait ça pas glitch. l'interface, ça n'avait pas le look and feel, c'est Mais ça oui, c'est exactement la même chose pour Kin, c'est-à-dire tout à coup, c'est genre les garçons, vous avez fait un truc merveilleux, mais ça ne cadre pas avec ce que l'on fait. Ici, on fait Windows. Donc en gros, c'est des choses qui s'étaient faites à l'extérieur, soit dans les labos, soit dans d'autres divisions que Windows. Le problème, c'est qu'au moment d'en faire un produit, les gens de la division Windows disaient non. Non, nous ne pouvons pas laisser faire ça parce qu'on est en train de dénaturer le produit, Ouais. les gens ne vont pas comprendre quel est notre C'est système, là, on etc. comprend la situation de rente aussi, encore une fois, hein, d'être Bah, dans un moule le et s'en problème, sortir. Et c'est- c'est instructif pour Apple, hein, parce que ça peut Bien sûr. aussi arriver à Apple. Tu sais, on va prendre un tout Oui, petit Antoine. peu de recul. On a vécu la même chose chez Apple. On avait un système d'exploitation qui évaluait très lentement sur l'ordinateur, qui était OS 10, et on a dû inventer un nouveau système d'exploitation pour la partie mobile, qui est iOS. Ouais. Et petit à petit, on essaie de les faire converger de Donc temps c'est en pas la temps. même chose là. Mais faire bouger un Là, système c'était- d'exploitation complet, Ouais. c'est long et compliqué parce que on le disait à l'époque. À partir de 95, on avait des couches et des couches de logiciels historiques, et puis surtout, il fallait supporter, comme à l'époque, ils avaient plus de 90% du marché, il fallait supporter toutes les applications qui ont été développées pour Windows pour toutes les plateformes. Donc tu peux pas tout modifier tout d'un coup. C'est ça le problème pour eux. D'accord. Il fallait que ça tourne. L'autre problème La est fameuse librairie Win32. voilà, toutes les choses dont on se Faut plaint avec vivre, Microsoft, il faut, le blue screen of une death, base tout installée ça, à gérer. Quoi, au clair. c'est la base installée, c'est l'historique, c'est le legacy comme on dit. Et Le puis legacy, c'est le fait qu'on était sur un système, on est toujours sur un système ouvert entre guillemets, mais ouvert en termes de nombre de partenaires. C'est-à-dire que tu pouvais mettre la carte graphique que tu voulais, la souris, le machin, le driver, la mémoire que tu voulais dans la machine que tu voulais. Parfois en adaptant entre elles des choses qui n'allaient pas forcément. Et il fallait que le système gère. Donc évidemment, ça ne marchait pas à tous les coups. Ouais. On peut dire, de manière générale, Julien, que Microsoft a mal négocié, a plutôt raté le virage de la mobilité. On l'a vu, tu parlais tout à l'heure de Kin, ils ont essayé de sortir un téléphone à bas coût. Ça aussi, c'était très en amont en 2010 pour les marchés émergents, ou en 2009 même, je crois, je ne sais plus. Non, grave. c'est pas pour les marchés émergents. Hein. Il était vendu 2010. aux États-Unis par
T-Mobile, je crois, le Kin, il est resté en vente moins de 40 jours, Ouais. tellement ça a été Pareil. un bid interstellaire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, l'importance du marché de la mobilité, ils l'ont bien compris. Les PDA, les Pocket PC, c'était eux les premiers sur ce marché, quasiment. Les smartphones Windows CE, c'était eux aussi les premiers. Enfin, je veux dire, les premiers smartphones Windows, ils étaient à des années-lumière de ce qu'a fait Nokia après avec Symbian, etc. Maintenant, ce que Microsoft n'a pas su faire, c'est faire évoluer rapidement son OS mobile. Et c'était ça le cœur du problème. C'est que Windows CE, Windows Mobile évoluait beaucoup trop lentement. On passait, un an s'est passé, on vous rajoute le push-mail quand BlackBerry faisait du push-mail depuis 5 ans ou 3 ans. Alors, est-ce qu'on peut voir là-dessus voilà, plus c'est ça que... le problème. Voilà, on est en retard. Plus qu'un retard, plus qu'une erreur stratégique de Steve Ballmer qui était aux commandes de Microsoft, est-ce que ce ne serait pas, entre guillemets, une influence négative d'un Bill Gates qui était le président du conseil d'administration et qui avait en fait les vrais pouvoirs, et c'est lui qui peut-être qui a pas voulu couper le cordon à cette époque-là, Cédric. Je sais pas, je n'étais pas dans leurs chaussures, mais il y a de fait le problème, c'est ça, c'est le fameux dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire que quand tu es dans une entreprise qui n'a pas d'histoire et pas de passé, c'est facile de dire, allez, table rase, on reprend de zéro. Quand tu es Microsoft, c'est impossible parce qu'il y a plein de gens qui te diront, non mais attends chérie, voilà, on a fait 42 milliards l'année dernière en faisant ça. Donc maintenant, tu veux faire quoi, toi ? Je ne sais pas. Voilà. Et en plus, tout ça en défendant ce qui était depuis le début une sorte de vision cohérente jusqu'à l'extrême et au ridicule, parce que le bouton Start sur l'écran du smartphone, le bouton démarrer tactile, ça n'avait absolument pas de sens en termes d'interface. Ça n'avait qu'un sens en termes de cohérence, en termes de dire, on va mettre dans les mains des gens un appareil qui aura la même interface que l'ordinateur qu'ils connaissent déjà. Ça, je peux le comprendre. Mais ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui sur l'interface métro, sur l'interface de Windows Phone qu'on retrouve sur Windows 8, etc., que ça n'en avait à l'époque. Surtout qu'entre-temps, on pouvait se dire que Microsoft pouvait se rattraper sur les systèmes d'exploitation. Au milieu des années 2000, avec l'arrivée en 2006 ou 2006 de Microsoft Vista, la situation c'est un peu plus compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ça a commencé aussi à savonner dans le potage à ce moment-là. Là, on sent bien quand même que Ballmer est quand même pointé du doigt à ce moment-là, Julien. Déjà en 2006. Vista, c'est ça commence à faire beaucoup quand même là. D'un projet trop ambitieux, puisqu'à la base c'était Longhorn, que Microsoft n'a pas su gérer parce qu'ils n'étaient pas dimensionnés pour le gérer. Ça nous rappelle une autre entreprise avec Apple, avec macOS, il les a plantés de 3 ans dans leur roadmap finalement. Et alors heureusement en 2009, Microsoft Windows 7 est arrivé, qui a un petit peu ouvert les vannes de la monnaie. Dirons-nous, beaucoup d'argent sont rentrés dans les caisses de Microsoft, donc ça a bien redoré le blason. Ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement, puisqu'entre-temps est arrivé Windows Phone. Alors là, c'est une vraie surprise, Cédric, en 2010. Enfin, ils ont décidé de ne plus tenir compte de la base installée, de l'existant. Ils ont tout cassé. Oui, parce que voilà, ils étaient arrivés, je pense, à la limite de ce que permettait la vision précédente. Et à un moment, il fallait qu'il y ait un reboot. Et ce reboot, il était courageux, parce que tout à coup, on disait, ah non, c'est fini, monsieur, on ne fait plus le menu démarrer. On va refaire une nouvelle interface qui sera là, pour le coup, la même, mais cohérente et pensée pour les différents modes d'interaction qu'on a avec nos différentes machines. Moi, j'en ai parlé avec les designers là-bas à Seattle l'année dernière. Et c'est passionnant d'entendre ces gens te parler des contraintes du design que tu peux avoir sur des OS tactiles. C'est extraordinaire. Et là, ça a été pensé. C'est pas juste, quelqu'un n'a pas juste reçu le mémo en disant vous allez me faire la même chose en tactile. Ce système d'interface tactile a été généralisé au PC. Alors ça, c'est un énorme risque, un énorme pari. Non, ça c'est une énorme connerie en fait. Alors on en est où aujourd'hui de l'adoption? J'ai une question justement là-dessus. Oui, on a une question de Mazmaz qui dit justement, est-ce qu'en généralisant son interface sur tout support, est-ce que ça pourrait finalement concurrencer Apple par la simplicité Pas dans l'état actuel de l'interface métro, qui reste obscure, confuse et, c'est un compromis. Et mal adaptée aux différents types de périphériques qui l'accueillent. Parce qu'on est obligé de faire un compromis entre deux univers. Un exemple très bête. Quand j'utilise des tablettes Windows 8, ça m'arrive. Je prends une Surface Pro, il y a systématiquement un bouton Windows tactile au centre en bas de l'écran. Je prends n'importe quelle autre tablette ou quasiment n'importe quelle autre tablette Windows constructeur tiers, il n'y a pas le bouton Windows. Donc sur l'une, j'appuie sur le bouton Windows pour revenir à l'écran démarrer. Sur l'autre, je dois faire un geste sur la droite de l'écran pour afficher la barre des charmes, afficher le bouton Windows
et appuyer dessus. C'est un exemple tout bête, mais ça montre à quel point la simplicité, elle n'est pas toujours au rendez-vous, parce que comme il y a beaucoup de partenaires, chacun y va de ses décisions ergonomiques autour de l'interface, et ça peut engendrer des complications. Ouais. Alors, on voit en tout cas que Microsoft y croit, continue en tout cas dans cette voie, puisqu'ils ont racheté, ils décident d'être constructeurs, tu l'as dit, avec Surface, et qu'ils ont racheté à la fin de l'année dernière carrément Nokia. Qu'est-ce que tu as pensé toi, Julien, parce qu'on ne t'avait pas eu dans cette mission depuis, de ce rachat? Est-ce que ça a du sens d'être à la fois pour un éditeur historique comme Nokia, d'être aussi un constructeur de ses propres devices, à un moment où, paradoxe, Google annonce, il y a quelques semaines encore, l'abandon et la revente de Motorola à Lenovo? Le rachat de Nokia, c'est un rachat dont on parlait depuis 2-3 ans à peu près, depuis que Microsoft s'est rapproché de Nokia pour faire des Windows Phone. Je rappelle quand même pour la petite histoire que le directeur général de Nokia, c'est un ancien de Microsoft. On ne dira pas que c'est un infiltré. Hein. C'est le patron de la division Office de Microsoft. C'est pas... Oui, Stéphane Elop. Mais maintenant, ce qui est quand même, c'est le timing de ce rachat qui est mauvais, parce que le timing intervient de telle façon que c'est finalement un acte, moi je le ressens comme un rachat défensif, et pas forcément avec une vision d'intégration. Je rappelle qu'il y a 30 000 salariés chez Nokia, ils sont 100 000 chez Microsoft, intégrer 30 000 personnes dans la structure, avec les problèmes de management et de bureaucratie de Microsoft. Rien que là, déjà, j'ai beaucoup de doutes. Après, ce que Microsoft fera de Nokia, je sais pas. Honnêtement, c'est un point d'interrogation. Surtout que paradoxe, Julien, paradoxe, il y a des rumeurs qui se multiplient sur le net. J'ai vu ça, je ne sais pas si tu as vu ça, Cédric, que Nokia sortirait un téléphone sous Android. Alors là, on ne comprend plus rien. Oui, le Nokia Normandie. En fait, c'est le projet Normandie, c'est quelque chose qui a été développé avant la signature de la vente à Microsoft. Il se trouve que Nokia garde une part de ses combinés, garde la partie réseau, etc. Et donc, de fait, on pourrait voir arriver la semaine prochaine, au Mobile World Congress, un Nokia sous Android, mais qui était un truc qu'on appelait de nouveau depuis le début. Moi, la première fois où j'ai eu le Nokia 1020 dans les mains, le Nokia 1020, c'est un sublime appareil, vraiment, avec de l'autonomie, avec un appareil photo sans égal. Quel est l'argument le seul contre-argument... tu ne gagnes pas d'argent avec le mobile, donc si en plus tu ne peux pas développer ton écosystème, à quoi ça sert? Mais ça, c'est un autre problème. Oui, mais il y a avant la revente, après la revente. C'est pas Microsoft qui va le sortir, je te mets à l'aise. Et le système, Windows Phone, c'est pas mal, mais moi, je le compare souvent au premier système Macintosh. C'est-à-dire, ce qu'il fait, il le fait très bien, mais de manière déterminée. Il y a plein de choses qu'il ne fait pas ou qu'il choisit de ne pas faire, et que tu peux faire par des apps extérieures, tu peux faire par des tweaks et des hacks, mais c'est pas, voilà, tu n'as pas encore le passé nécessaire qu'il te faut pour arriver à faire un système vraiment abouti. Il faut se souvenir qu'il fut un temps où dans iOS, il n'y avait pas d'App Store. Ça a duré un an. Oui, ça a duré un an quand même. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que il va falloir un peu de temps. Et du coup, le hardware étant tellement génial, on se dit, mais faites-en un sous Android, juste pour voir, juste pour nous faire... C'est Apple de sortir un iPhone sous Android, ça n'a aucun sens. Je vois pas ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que Nokia, on en parle depuis le N9 et le N8 qui étaient encore sous Symbian. Il n'était pas racheté par Microsoft. Concrètement, aujourd'hui, on entend tout et son contraire concernant les parts de marché de Windows Phone. Est-ce que, je ne sais pas si c'est de l'info ou de l'intox, c'est assez compliqué d'avoir les chiffres officiels. On parle d'une vraie progression de Windows Phone en Europe, près de 13% de part de marché en Italie, 10% en France. Alors, ça reste j'allais dire des niches. Pour la France et l'Italie, c'est un peu exagéré, mais c'est un marché très européen. Et Nokia, aux États-Unis, ça reste un constructeur européen, pas un constructeur américain, et ça a de l'importance, Julien. Oui, c'est un peu d'ailleurs le problème de ce rachat, c'est que finalement Microsoft c'est quand même avant tout une boîte américaine et la présence de Nokia sur le marché américain est très faible. C'est pas une marque reconnue, donc effectivement quand on a 14% de Windows Phone Nokia en Europe, on a 5% dans le meilleur des cas de Windows Phone Nokia aux États-Unis. Et ça c'est un souci pour l'avenir. Et donc c'est pour ça que je serais pas surpris. Pas qu'il faut que ça se fasse. Je dis pas que ça serait une bonne chose, mais je serais pas surpris d'avoir un Microsoft qui dit bon ça y est les enfants, on a vendu notre division Nokia, à Lenovo, tiens pourquoi pas. Donc tu penses pas qu'ils vont se séparer? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu de Fanny. On voit Google a racheté à tour de bras des boîtes dédiées Fanny nous l'a dit récemment dans cette émission, à la robotique. Ils ont racheté Nest pour les objets connectés. C'est plutôt calme ce côté-là du côté de Microsoft. Pourquoi ils ne vont pas sur ce côté-là? C'est quoi l'avenir pour vous de Microsoft, de revenir sur l'entreprise ou alors au contraire rester dans le grand public pour évangéliser, comme le disait Paul en amont de cette émission, pour que la marque reste identifiée et pas simplement un produit pour travailler?
Non, bah là, clairement, pour l'instant, ils affichent clairement qu'ils veulent rester sur le grand public et sur l'entreprise. Après, on a pu constater sur les Tech Days qu'ils montraient énormément de nouvelles solutions. Cédric en parlait à un moment sur tout ce qui était point de vente. Et c'est une autre façon d'arriver sur le grand public. Mais c'est pour le B2C. Hein, pour le Ouais, B2B, voilà, là. mais ils vont apporter des nouvelles solutions, hein, et essayer de Ouais, s'implémenter. mais ça fait pas de waouh façon- au grand public, ça, on est Ça bien fait pas d'accord. wow au grand public, Non, mais non, enfin, c'était pas waouh grand public, clairement, les là Tech encore, Days. il y a- C'est pas non plus fait pour. Hein. non, c'est pas fait pour, C'est c'est vrai. vraiment pour les professionnels. Mais par exemple, Windows Embedded chez Microsoft, c'est-à-dire le système embarqué, le truc que tu as dans les distributeurs de billets et les Faut caisses payer. enregistreuses, il faut payer. C'est $1 milliard de chiffre d'affaires chez Il eux faut faire chaque gaffe année. parce que Windows XP va être mis à jour au mois d'avril, il y en a Oui, pas. c'est un autre problème. Mais faites peu attention à importe. Windows Ce XP. que je veux dire, c'est qu'on empile chez Microsoft des Ouais. business que toi et moi voyons pas, Ouais, c'est transparent, mais qui sont des business énormes. Ils ont lancé Gadgeteer, qui est un truc pour prototyper du gadget, de l'objet connecté, etc. Ils veulent être évidemment présents sur ce marché-là, à la fois au travers d'objets, mais au travers aussi des systèmes et du support des développeurs. Parce que s'il y a un truc que Microsoft sait faire, c'est supporter les développeurs. Bien mieux que à peu près tout le monde. Peut-être faire bon, peur peut-être d'une que vraie Google fait ouverture. mieux, mais c'est compliqué. Mais ils sont moins nombreux. Ouais. Et c'était ça le pari aussi, c'était de dire attendez, on a 14 millions de développeurs sur Windows, il suffit de cocher une case pour mettre ton logiciel Windows dans un Windows Phone, vous inquiétez pas, on aura des apps, et ce pari-là, jusque-là, il est réussi. Allez, on va demander à monsieur économiste cette émission, à savoir Rodrigo, comment il voit l'avenir de Microsoft, plutôt dans le B2C, dans le B2B. Est-ce qu'ils vont être obligés de faire des choix ou continuer sur ce train-là? Après tout, la technologie, c'est des cycles. Il ne faudra pas rater le prochain cycle. Moi, je pense aux objets connectés notamment. Je crois pas, en fait. Quand tu regardes, C'est un diesel, tu regardes un temps. petit peu l'historique. Oui, non, mais je compile des chiffres en temps réel, là. Et en particulier, j'ai fait une présentation sur les objets connectés la semaine dernière à une conférence à Alger. Brillante. Donc, enfin, quand ça sortira dans les Brillante 3 semaines, et vous ensoleillée, verrez sur bien sûr. slideshare.net/Rodrigo1971 et vous avez la presse. Ouais. Donc j'ai un petit peu regardé les chiffres des objets connectés. Donc, historiquement, Microsoft est une société tournée vers les entreprises avec différentes entités qu'il faut pas oublier. Il y a le système d'exploitation Windows, on en a parlé, qui quand même continue à équiper la majorité de la base installée. Dans les grandes entreprises, on ne change pas un parc du jour au lendemain parce qu'il faut tout changer. Et donc, on va pas changer un parc dans les banques, on va pas changer le parc des assurances, on va pas changer le parc dans les voitures, etc. Donc, ce business va continuer d'exister et il ne va pas disparaître. Ensuite, il y a le marché de tout ce qui est application bureautique de productivité. Apple s'y essayait, Google s'y essayait avec des versions en ligne. Aujourd'hui, c'est clairement PowerPoint, Excel et Word qui font le gros du marché et ça va continuer. Est-ce qu'on peut améliorer ces trucs-là? Ils ont la version en ligne. Voilà, ce marché qui va continuer. Ensuite, il y avait le marché des outils de développement. Mhm. Là, on peut se poser la question, sachant que tous les développements maintenant se font pour des interfaces de type web, pour les services en SaaS. Est-ce que est-ce que Microsoft est encore pertinent à proposer du visual, je sais pas quoi, machin truc plus. Machin je suis- truc, tu... Je suis pas compétent là-dessus, Mhm. mais clairement, il y a une base installée de développeurs très très grande. Et le grand public, Technologie Rodrigo? Microsoft. J'y arrive. Oui. Donc là, je sais pas. Ensuite, il y a la division jeu qui est utilisée comme une division séparée et qui va continuer, la Xbox, parce qu'il y a une base installée, parce qu'il y a des gens qui l'ont, Ouais, il y a des jeux. Est-ce que les consoles Et de ça- salon en avenir, c'est la question qu'on peut se poser aussi sur le long terme. Je pose la question. Enfin, tout miser là-dessus, j'aurais quand même du mal à y croire. Quoi, hein. Non, tu mises pas tout là-dessus. Non, Ça- Écoute, Pas miser on a eu le débat quand l'Apple TV est sorti en se disant la dernière Apple TV par rapport à la première qui avait un disque dur, la dernière on n'en avait pas, et que tout était téléchargé depuis le cloud. Ouais. Bon, maintenant ils ont un nouveau patron qui vient du cloud. Effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas mettre tout dans les data centers, dans le cloud et de balancer à la volée une mise à jour des données, des applicatifs, des configurations depuis le réseau. Ouais, moi j'y crois, ça ils vont le faire, clairement. Maintenant, dans les systèmes embarqués, c'est des tout petits systèmes qui font tourner des toutes petites applications. Tu vois, dans les objets connectés, même si les projections, les dernières pour 2020, c'est 75 milliards d'objets connectés par rapport à 8 aujourd'hui, donc x 10. Je ne vois pas mettre un Windows dans ton capteur de température pour ta plante
je vais pas mettre de Windows pour ta brosse à dents Et puis Wi-Fi. surtout payer une licence pour ça quand tu peux l'avoir gratuitement. Non, mais il n'y a pas bien de sûr. capteur, il y a pas de capteur non plus pour je sais pas moi, ta cigarette électronique, ta vapoteuse électronique. D'accord. Il n'y a pas de capteur pour ta brosse à dents, enfin pour ton skateboard connecté. Donc c'est pas là où il y a le marché. Le marché est plutôt dans tout ce qui est interface professionnelle pour Windows. On a Donc toi, parlé tu très les vois rapidement plus des aller vers le DAB, monde B2B. des quoi. caisses enregistreuses, Ouais. des À la DAB, IBM, des, quoi. des écrans. Oui. Après plutôt ce tout, marché-là. IBM, qui était le Microsoft des années 80, hein, au début des années Oui. 80, le grand ennemi d'Apple au début des années 80, a fait le choix de vendre sa division PC. Et il a vendu d'ailleurs récemment la division PC Lenovo, de ouais. Lenovo. L'autre mauvais signe pour Microsoft, quand même, il faut le souligner, on n'en a pas parlé, Cédric, c'est que Sony a annoncé récemment la vente de sa division VIO. Ça va pas fort pour le PC en ce moment. Dernière chose, dernier point, je tenais Pardon, qu'on en... Olivier, dernier point, Oui, on on est n'a en pas retard, beaucoup Rodrigo, parlé. vite. On n'a pas beaucoup parlé. Il y a un segment en revanche qui est extrêmement intéressant, la moyenne mondiale. Je voyais Carlos Ghosn hier chez Soumier sur BFM TV, Le patron de Renault, le, oui. le patron de Renault Nissan. Tu viens de dire deux gros mots. Non, L'un des deux était soumis. non, l'autre c'est BFM Pardon, TV. continue. C'est ça? On enchaîne. Qui effectivement rappelait T'aimes que bien, en plus. en moyenne dans le monde entier, Ouais, je l'ai on rencontré, passe ouais. 2 heures par jour dans sa voiture de temps improductif. On l'interrogeait en fait sur la voiture connectée de Google. Ouais. Il confirme que c'est l'avenir, que c'est beaucoup plus sûr, que les taux d'accident seront extrêmement Google, ouais, réduits. Microsoft. Mhm. Et donc, on va libérer 2 heures de temps de gens. Il insistait beaucoup sur le fait que la voiture soit connectée. Et effectivement, quel est le système d'exploitation qui va faire tourner les voitures? Ça, c'est extrêmement intéressant. Tu Et sais là, quoi, c'est- Rodrigo? ça- On va faire ça, une c'est émission sûr sur là-dessus le dans pas longtemps, je sens. Ça, je crois bien. iOS in the car. Ouais. Et là, effectivement, c'est des marchés énormes. Et si on est bon, là- on arrivera même à faire une émission depuis une voiture. Tu vois, en 4G, ça va être de toute beauté. Dernière question que je voulais vous poser à Ah, tous, ça, c'est j'y crois. brièvement, parce qu'il faut quand même parler de Bill Gates, qui est quand même le cofondateur de cette société. On a 1 heure, donc on est bon. Il y a Cédric qui surveille l'horloge, il a bien raison. Quel est le nouveau rôle de Bill Gates? Il était le patron du conseil d'administration de Microsoft. Aujourd'hui, il n'est plus le patron. Il est une sorte de conseiller stratégique, là pour la recherche et l'innovation en matière de produits. Est-ce que Cédric, c'est un poste honorifique qui rappelle un petit peu celui qu'aurait pu avoir Steve Jobs au milieu des années 80 avec Sculley, Ouais, c'est avant ça, de le virer, ou c'est véritablement quelqu'un qui revient aux commandes ou à l'opérationnel? J'ai envie de dire c'est ni l'un ni l'autre, d'abord parce que Gates a autre chose à faire, il a la commande de sa fondation. Petite fortune à gérer. Mais en même temps, on ne peut pas, et je pense que l'actionnaire ne peut pas et le board ne peut pas imaginer un Microsoft dans lequel Gates ne soit plus là alors qu'il est en pleine santé, vivant et pas idiot. Enfin, je veux dire, il a encore les mains, sinon dans la glaise au moins, mais il connaît ce marché. Donc voilà, c'était impossible de laisser Microsoft sans au moins la figure du père, le Il a vraiment un référent à poste, qui- il joue vraiment un rôle, tu penses, aujourd'hui? Oui, probablement. Enfin, de toute façon, Ou il joue moins de rôle négatif de toute façon, qu'auparavant? c'est Bill ça, Gates. là, Tu l'enjeu. vois ce que je veux dire? Ouais. Il peut débarquer n'importe où chez Microsoft et dire c'est bien. Il n'est ça plus fait l'actionnaire aussi majoritaire, aussi important qu'auparavant. Enfin, il n'a Oui, jamais enfin, été c'est- majoritaire, mais mais Oui, mais Jobs non plus n'était pas l'actionnaire Non, majoritaire. il avait encore si un tu an, veux, ouais. tu vois. Et il n'était pas président du board non plus. Mais enfin, qui allait lui dire non? À quoi Julien, pour Moi, je crois que c'est un petit peu plus large que ça en termes de gouvernance d'entreprise. Ouais. En termes de gouvernance d'entreprise, si tu regardes les patrons qu'il y a en face sur la guerre technologique, tu as le patron d'IBM, il s'appelle comment déjà? Je ne sais pas. On ne sait pas. Voilà. Le patron d'Apple, Tim Cook, Tim Tim Cook. Cook, Enfin, le pour patron de Google. Il y en a on deux. s'en fout. Eric Schmidt. Voilà. Enfin, ils sont plusieurs. Larry. Larry, Et Page et- alors, ouais. alors que Bill Gates est reçu comme un chef d'État partout dans Ah le oui. monde, hein, Ouais. parfois Eric Schmidt. Donc en termes de connexion, Ouais. c'est un garçon extrêmement important. On connaît l'approche américaine des affaires. Hmm. Quand il y a besoin C'est d'influencer, important de faire le euh, go-between. mais oui, et d'influencer d'une manière ou d'une autre certaines policies, hein, certaines politiques publiques. Bill Gates est extraordinaire là-dessus. Deuxièmement, Merci. c'est un gars- Il a raison, Attends, Rodrigo, deuxièmement- parce que Satya Nadella décroche. On dit Monsieur Nadella est au téléphone, tu dis ouais, attendez, je finis un truc. On va vous êtes conclure, gentil. messieurs. Bill Gates est au téléphone, oui, excusez-moi. La deuxième chose, Ouais. c'est une personne extrêmement intelligente. Bill Gates, très connecté surtout, il lit énormément. Il a une vision stratégique des grandes tendances des marchés macro extraordinaire. Je sais pas, il joue au bridge avec son copain Warren Buffett. Donc c'est quelqu'un qui est au fait Oui. pour un sounding board. C'est un pour excellent board. gestionnaire. On verra sur la C'est gestion des extra. produits et la Maintenant, vision est-ce qu'il produit. va faire la gestion des produits de Microsoft? C'est pas Je son n'y boulot, crois là. pas du tout. Ouais, Bah moi non non, plus. il est plutôt en train de tuer le paludisme et des choses comme ça. Merci Rodrigo. Pour conclure, Julien, alors, comment tu le vois l'avenir de Bill Gates, franchement? De Microsoft. Ou de Bill Gates. L'avenir de Bill Gates, Bill celui de Gates. Microsoft, Bill Gates. je Et sais pas. Microsoft. Honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile de dire quel va être Tu l'avenir vois, de 30 Microsoft. Moi, secondes.
moi, ce que je sais, c'est que Ballmer a été hanté pendant tout son mandat à faire en sorte que Microsoft ne devienne pas le prochain IBM, ne soit pas une entreprise sans importance. Et c'est exactement ce que disait Rodrigo. Et aujourd'hui, je sais pas si Microsoft n'est pas déjà malheureusement une entreprise sans importance. Est-ce que les gens parlent d'un Windows 8.1 ou d'un Windows 8.1 Update One? J'en sais rien. Je suis pas sûr que ça captive les foules et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Paul. Mais globalement, moi je note juste une chose qui m'a intéressé dans le discours, enfin le statement préparé à la presse de Satya Nadella. Il a dit notre industrie ne respecte pas l'histoire, elle respecte l'innovation. Et aujourd'hui, c'est quand même tout le problème de Microsoft, c'est que soit l'innovation elle est mauvaise, soit il n'y en a pas. Donc il a peut-être compris, et ça sera les bases pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut corriger chez Microsoft pour que justement Microsoft ne soit pas le prochain IBM. Oui, et aussi en termes de management interne, il y a certainement des choses à faire. Ça montre surtout, pour conclure cette émission, que les places en matière de technologie ne sont jamais acquises. Et c'est valable pour Microsoft, mais aussi pour Apple, c'est le moins que l'on puisse dire. Allez, le temps est arrivé pour les coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Alors, mon premier coup de cœur, c'est Renaud Lavillenie qui a battu le record du saut à la perche Elle est connectée sous Twitter. de Sergei Boubka. Ouais, mais ça, c'était il y a une semaine. C'était il y a une Fanny. semaine, ça, Fanny. Tu retardes. C'est pas grave. Bon, très bien. Non. Très bien. C'était pas il y a une semaine, et puis c'est quand même. Si, c'était il y a une semaine. Fanny. Oui, c'était il y a une semaine, mais c'est pas grave, c'était pendant les JO et c'était Le temps beau. passe vite. Voilà. C'est le problème d'enregistrer les trucs en avance. Peut-être que Jacques Chirac est mort, on ne sait pas. Non, mais non, Cédric. Non, le bulot, Cédric. Non, attends, un peu. Laisse-moi finir. Je t'en prie. C'est pas sympa. C'est de toute beauté, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des clés USB, c'est français, ça s'appelle PK Paris. C'est très bien. Voilà, c'est design, c'est assez joli. C'est très joli. Pas trop cher. Ils font d'ailleurs un modèle pour MacBook Air de toute beauté. Si elle fait mousqueton, c'est vachement bien. Fanny. Et ça, c'est plus pour les produits Android. Il y a un port micro USB, ça permet de décharger ses photos dessus ou de pouvoir regarder des films directement de la clé USB sur sa tablette. Et je disais qu'ils faisaient un modèle pour MacBook Air de toute beauté également, très très fin, qui s'adapte parfaitement au design de votre MacBook Air. Ils ne se voient pas, c'est formidable. Et ça ne vaut pas très cher. Voilà, et c'est français. Merci Fanny. Et c'est français, merci Fanny. Julien, quel est ton coup de cœur cette semaine? Eh ben moi j'ai un coup de cœur qui est du jeu vidéo avec la bêta de Titanfall, qui est un jeu, un FPS de nouvelle génération qui sortira Personal Shooter, c'est sur ça? console. Grave bien. Il est grave bien, il Ouais. déchire et franchement, c'est pas pour les graphismes que je vous en parle ou le moteur ou ce genre de choses, c'est parce que le gameplay est vraiment, De toute beauté, vraiment on peut dire. très intéressant avec vraiment un renouvellement du gameplay et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, même pour les passionnés de jeux avec des mechas. C'est assez surprenant. Et Ça je va vous arriver quand conseille sur du Mac? coup, Non, je rigole. je vous conseille du coup le jeu qui risque de sortir fin mars, je crois. Ouais. Parce que la bêta, maintenant, ça sera trop tard pour y jouer, malheureusement. Mais en tout cas, c'est très très chouette. Tu nous rappelles le nom du jeu? Titanfall. Merci. Comme vous voulez pour la prononciation. Merci Julien. Rodrigo, ton coup de cœur de ton côté? Ah bah non, je suis revenu cette semaine avec plein de coups de cœur. Non, voyons. un seul suffira. Non, un seul. Merci. Non, j'en ai trois. Et non, donc, le- Un seul. non, Mais ils sont vraiment. sponsorisés, les coups de cœur ou quoi? Non, ils ne sont pas sponsorisés, mais on est en retard. Allons-y. mais le premier, c'est une appli qui sort du camping, saison 2, je crois. Ouais. À l'époque, j'avais pas trop suivi. Je l'ai installé il y a quelques semaines et j'en suis en fait très content. Ça s'appelle Banking. C'est une interface à la fois web et mobile par-dessus votre compte bancaire. C'est de toute beauté, Alors- Rodrigo. Ça date un Alors, peu, c'est- mais c'est de toute beauté. Non, mais attends. Ce qui est très très joli, c'est l'interface, tout ça, donc tu peux affecter tes dépenses. Les notifications, Ça, je m'en sers. notamment. Mais voilà, tout ça, je m'en sers pas. Et ce que j'aime chez Banking, c'est les notifications. Tu as trop Ça, dépensé, Rodrigo. Mais je reçois des alertes, donc tu mets par rapport à des seuils, et je reçois toutes les alertes sur mes comptes, si je passe en négatif, si je dépensais plus que ci, plus que ça. C'est quand même plus agréable trouve que de ça- recevoir un coup de fil du banquier, c'est sûr. Et je trouve ça, en termes de gestion proactive, Monsieur de ton compte, Sepulveda. super. C'est vachement bien. Bien. Allez, une deuxième très très vite, ça s'appelle Oui. Pacemaker. Ah. C'est une appli pour iPad, top, pour faire le DJ dans vos soirées. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça permet de mélanger ce que vous avez sur iTunes en termes de musique avec Spotify. C'est Et vous pas mélangez en possible. direct. Ah, génial Mais ça, ouais. Rodrigo. Ben ouais, je sais. je Ah, fais il ça. a bien bossé, hein, c'est bien. Il faut le Et dire. en plus, l'interface est très très jolie. Combien ça vaut? Oh, rien, c'est gratos. Non. Et, c'est la version 1.09. C'est gratos, mais il faut payer assez souvent si tu veux faire des effets, non, je crois. Ah, ça va.
C'est comme toutes les applis, de toute façon, essaye-la, et puis si tu t'en sers plus de 2 semaines, on verra bien. En revanche, ça a des petits relents de métro dans l'interface, vous verrez les couleurs, on y ressemble un petit peu. Bon, Et le pour flat design, ça allez, inspire iOS. Hein, ça t'inquiète c'est pas. un truc pour Olivier. Oui. Si des gens vous piquent votre téléphone aujourd'hui, est-ce que vous le savez? Pour regarder ce qu'il y a dedans, le snooping. Moi, j'ai un code et j'ai Touch ID, je m'en fous. Ouais, mais tu le donnes à plein de gens. Donc, ce que tu peux faire maintenant, c'est que tu peux installer une petite appli. Alors là, ça coûte 1,99. Ça s'appelle Catcher, sur le E, donc Catch R. Et ça traque les applications qui ont été lancées quand tu n'es pas là. Et ça te fait un petit plan Ça t'envoie des sur Google Maps notifications. pour hein, te d'accord. dire où est parti ton téléphone pendant ce temps-là, ou s'il a bougé de la place où il était grâce Ne stockez pas au de gyroscope. PhotoPotion dans votre iPhone, un conseil. Voilà, merci. Sécurisez un petit peu si vous êtes un petit peu douteux de qui a accès à votre téléphone. Merci Rodrigo. Cédric, oui, quel est donc ton coup de cœur cette semaine? Moi, c'est quelque chose que j'ai acheté au Japon, et c'était juste pour. Je vais me le C'est remettre. agréable de voir parfois une qualité de design telle, une qualité de design industriel et dans le détail. C'est-à-dire retard. tu sais, c'est un peu comme quand Steve Jobs se disait, oui, c'est important de savoir si la paroi de bois au fond de ton placard est aussi bien faite que celle que tu vois, whatever. Tu disais, ouais, attends, c'est un peu bullshit, mec. Eh ben non, parce qu'en fait, il y a des gens qui font ça très bien. Alors, ça vient de chez Omron. Omron, c'est un géant japonais de l'électronique. Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que quoi c'est? Une boîte à cigares. C'est une brosse à dents. Oh. C'est une brosse à dents électrique, comme il y en a plein. Il y a Oral-B, il y a Philips, il y a machin, tout ça qui en font. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est une brosse à dents électrique, elle vibre. Enfin, je te fais pas l'article. Fais-moi le pitch. Mais c'est pas tant sur la brosse à dents que je vais te faire le pitch que sur le petit boîtier qui est là. Ah, c'est toute Le beauté. problème de ces. Moi, j'ai acheté ça pour l'avoir en voyage parce que c'est quand même bien moins encombrant Notamment qu'une dans l'avion. véritable brosse à dents électrique. Ça vibre pas tant que ça. Mais l'intérêt, il est dans le boîtier. Pourquoi? Parce que la recharge, là, ils l'ont fait intelligemment, ça se recharge sur de l'USB. T'as pas besoin d'avoir le transfo ad hoc où t'as pas la bonne prise selon le pays où tu es, etc. Et jusque-là, tu te dis, bon, super. Je l'ai acheté sur la foi de ça en disant, oh, chouette, une brosse à dents électrique, Combien USB, tout ça, trentaine d'euros, Ah, acheté c'est au pas cher. Japon. Pas cher en Plus plus, cher vraiment que très bien. Oral-B en France. Vachement bien foutu. Mais, Petit port USB. et le truc, c'est ça. Attends, C'est attends. que- Attends, voilà. On Oui. fera les plans de coupe après. Ouais. Euh, Voilà. Le truc que la boîte ne dit pas, que la doc ne dit pas de ça, à un moment j'ai dit mais attends, mais ça recharge comment? Parce que là il n'y a pas de contacteur, tu le mets à l'intérieur du Induction. boîtier quand ça charge. En fait c'est de la recharge à C'est induction. de toute beauté. Nous on aurait fait ça, on aurait mis sur la boîte, waouh la première Non, c'est normal. brosse à dents à induction, etc. Non, chez les Japonais on le fait pas. On fait juste un truc qui est étanche mais qui se charge quand même. On fait pas grand cas parce qu'on est des gens assez pudiques, mais on fait de l'innovation et du design pour pas cher, Ouais. avec des fonctions technologiques absolument ahurissantes. Ils sont Voilà, forts, ces ça Japonais. peut, vous tapez Omron, USB, machin, ça coûte 30 €, ça se trouve aussi sur Amazon. Merci Cédric. Et pour conclure, la meilleure pour la fin avec Paul Rony. Moi, on va rester au Japon. C'est un coup de cœur qui date un peu, mais pour le dernier film de Miyazaki, Pour le vent se lève, il faut absolument aller voir parce que c'est vraiment une merveille. Bien, Voilà. bon choix. Merci Paul. On arrive au terme de ce 158e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès dimanche dans plein écran, 13h10 sur LCI. Alors on va essayer de jouer Madame Irma. Qu'est-ce qu'il y aura au menu dimanche, Cédric? Je ne sais plus. Merci Cédric. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dans On refait le Mac et également pour une Fanny's Party, c'est au mois de mars. C'est à la prochaine Fanny. Oui, le 25 mars, toujours au Hard Rock Café. Julien, vous le retrouvez tous les jours sur Clubic si vous voulez suivre au quotidien l'actualité de la high-tech, c'est bien ça? Tout à fait. C'est Olivier. pas seulement du PC, on parle d'Apple, d'iOS, de l'iPad. De mobile, de smartphone, C'est d'objets totalement connectés. agnostique, il faut le Tout ce dire. que tu veux. Voilà. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac. Et Paul, vous le savez, vous le retrouvez. Tu reviens quand tu veux, tu le sais, tu es déjà revenu. Et j'ai le droit de commenter quand même. Commente, mais on est en retard. Oui. Mais vous pouvez le retrouver aussi quasiment tous les jours dans un restaurant quelconque choisi au hasard dans lefooding.com. Oui, et sans oublier le Rodrigo Show. Rodrigo, je dois faire Le Emery Rodrigo. Oui, oui, bah pour moi, il n'y a que Rodrigo. Mais bon, voilà. Merci, Rodrigo. Et Paul, vous le retrouvez bien sûr sur son blog. Macofi Talk. Macofi Talk également sur l'association mo5.com. On aura l'occasion de le revoir, croyez-moi. Quant à nous, on se retrouve, c'est promis, la semaine prochaine. Au revoir. Ah.